Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Le Parlement togolais a rendu hommage hier à Fambaré Ouattara Nachaba, décédé le 16 octobre dernier. L'ancien président de l'Assemblée nationale sera conduit ce samedi à sa dernière demeure à Gandou, son village natal. Le faux médicament, ce trafic rapporterait 200 milliards de dollars et tue de plus en plus. Un trafic qui gangrène toute l'Afrique. Au Togo, ce phénomène préoccupe l'Association togolaise des consommateurs ATC. Les spécialistes et partenaires du faux médicament veulent y mettre fin. C'est la fin du suspense en RD Congo. Après plusieurs jours de tensions politiques à Kinshasa, Félix Tshisekedi annonce des consultations politiques, de quoi lui donner du temps pour inverser le rapport de force politique. La canne blanche, symbole de la cécité et de la malvoyance, célébrée le 15 octobre dernier, elle permet aux personnes aveugles et malvoyantes de se déplacer dans la rue, prévenant automobilistes et piétons de leur handicap. Pleine participation et égalité est le thème retenu cette année pour la journée des personnes handicapées. Le handicap ferait-il partie de la condition humaine? Notre invité ce samedi est M. Yao Emmanuel Aziakese. Il est premier vice-président de l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement. Il nous en parle dans ce journal. Et puis, les échos du palais, les sports et la revue de presse à suivre également dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. C'est ce samedi que Fambaré Ouattara Nachaba, décédé le 16 octobre dernier à l'âge de 75 ans, sera inhumé dans son village natal à Gando dans l'intimité familiale. Hier, le Parlement a rendu hommage à l'ancien président de l'Assemblée nationale togolaise lors d'une séance spéciale organisée dans la cour d'honneur de l'institution conformément aux dispositions relatives au statut des anciens dirigeants. La cérémonie présidée par Yawa Tega en présence de l'ensemble des élus, des membres de la famille éplorée et autres personnalités a été l'occasion de saluer la mémoire et l'œuvre de celui qui a occupé le perchoir de 2000 à 2005. Madame Yawa Tega n'a pas taré d'éloges à l'endroit de celui qui fut aussi par ailleurs directeur de cabinet du président de la République entre 1977 et 1981. Réformateur dans l'âme, partout où il a exercé de hautes responsabilités. Il a prouvé notamment comme professeur à l'université, il a prouvé comme ministre, il a prouvé en tant que président de l'Assemblée nationale. Orateur d'exception, Ouattara Fambaré Nachaba se fait vite remarquer par une irremplaçable et profonde conviction. Son implication dans la vie politique nationale, marquée du sceau des batailles politiques difficiles, a fait de lui ce parlementaire actif apprécié pour sa solidité et sa ténacité. Tel fut Ouattara Fambaré Nachaba. Permettez-moi en ce moment d'émotion intense de réitérer l'expression de ma profonde compassion et les condoléances émues de toute la représentation nationale à la famille éplorée. Suite ce samedi de la campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnés lancée jeudi dernier par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, cette campagne a pour objectif de contribuer à la réduction de la morbidité de la mortalité liée au paludisme au Togo. Plus de 15 000 agents de santé communautaire mobilisés feront le porte-à-porte jusqu'au 2 novembre prochain
pour distribuer plus de 6 millions de moustiquaires rassemblés par le gouvernement et les partenaires. Si son incidence et sa mortalité ont régressé au Togo entre 2015 et 2018, selon le rapport mondial 2019 sur le paludisme, la maladie continue d'être un souci majeur de santé pour les populations, encore plus en ce moment où le Covid-19 occupe toutes les attentions. La prolifération des faux médicaments en Afrique est une crise de santé publique qui ne peut plus être ignorée. En janvier dernier, une rencontre a regroupé 7 pays africains à Lomé pour discuter des mesures à prendre pour lutter contre le trafic du faux médicament. Un phénomène qui préoccupe l'Association togolaise des consommateurs ATC. Les spécialistes de distribution de produits et leurs partenaires veulent mettre fin à ce fléau. Juliette Kamdé. Ils sont médecins, pharmaciens, organisations de la société civile, journalistes, autorités locales, représentants des autorités administratives, parlementaires et autres acteurs présents à ce forum national sur les faux médicaments au Togo. La rencontre qu'organise l'Association togolaise des consommateurs ATC se veut un creuset d'idées sur les propositions pratiques et concrètes aux décideurs pour la réduction de la circulation des faux médicaments. Fridolin Kofi Adonsou, chargé des affaires juridiques à l'ATC. Le phénomène des faux médicaments prend de l'ampleur dans notre pays. Et aujourd'hui, selon les sources officielles, au premier trimestre 2018, environ 85 tonnes de faux médicaments ont été saisis. Donc il y a question de réveiller un peu les consciences, de mener des plaidoyers auprès des autorités, des parlementaires, pour que des actions fortes soient menées en vue d'éradiquer ce phénomène. Le forum se penchera exclusivement sur comment faire pour une meilleure traçabilité, pour protéger le consommateur, pour préserver, sauvegarder les droits des consommateurs en matière de médicaments. L'objectif de l'ATC est de faire en sorte que le consommateur, en allant acheter le médicament, achète du médicament et non un poison. En dehors du plaidoyer amené après cette rencontre, l'ATC compte organiser des sessions d'information et de sensibilisation sur les dangers liés aux faux médicaments. Fridolin Adonsou. Le premier niveau de danger, c'est que en allant acheter, le produit est soit falsifié. Ça veut dire que le produit ne répond pas à vos attentes. Vous êtes malade, mais vous n'allez pas être soigné. Soit le principe actif existe, mais en faible dose. Ça veut dire que vous allez développer après des résistances et après, quand vous tomberez malade, les médicaments ne peuvent plus vous soigner. Et donc, ça remet en cause la santé et la vie des populations. Notre objectif également, c'est d'arriver à sensibiliser les consommateurs pour leur dire que même avec 100 francs ou avec 200 francs, on a la possibilité aujourd'hui d'aller se servir en pharmacie plutôt que d'aller dans les médicaments de rue. L'ATC compte faire de cette rencontre un forum au service du consommateur togolais. Elle doit permettre des échanges d'informations, d'expériences, de bonnes pratiques, d'idées novatrices pour des plaidoyers en vue d'éradiquer le phénomène du faux médicament au Togo. Fin hier de la 9e édition de la foire à Djafi. Cette dernière journée a été dédiée au riz togolais, une innovation qui s'inscrit dans le cadre du mois du consommé local. Ce rendez-vous des jeunes entrepreneurs a décidé de mettre cette année l'accent sur les cultures porteuses de croissance. Odette Pira. La journée dédiée au riz togolais est une des innovations de la foire. Elle a permis d'accorder une visibilité exceptionnelle aux différentes marques de riz produits localement. 15 variétés y étaient exposées. Écoutez quelques exposants sur leurs produits. Nous venons de Notien. Nous sommes venus représenter les ESOP du Togo pour la production et la transformation du riz blanc présenté sur la marque Délice. Nous avons le riz Délice. Ça nous permettra d'être plus visible sur le plan international. C'est le riz lapin nous on fait. Le riz lapin, il y a le 1 kg, le 5 kg. Régal est présent sur la foire à Djafi pour pouvoir être plus à proximité des jeunes, pour pouvoir montrer le produit à la population. Je suis la représentante du riz Colombe. La foire à Djafi est un espace de promotion, de rencontres et d'échanges entre les acteurs de l'entrepreneuriat. Cette journée en présentiel est aussi virtuelle. 140 exposants sont en ligne sur la plateforme Djafi.
Maxime Minassé, promoteur de la foire à Diafi. Le bilan est dans l'ensemble satisfaisant. Le riz a été choisi cette année pour être promu parce qu'on a essayé d'identifier sur l'année précédente, sur des foires et autres manifestations, qu'il y avait quand même du riz à vendre au Togo, à Lomé comme à l'intérieur du pays. Donc on a initié une journée qui devait être consacrée à promouvoir et à célébrer les riz produits au Togo, à mettre en avant les marques de riz et à voir si cette journée-là peut nous permettre d'avancer vers une autre activité, un salon ou un festival. Le ministre en charge de la jeunesse y était. Madame Myriam Dossou d'Almeida a exhorté les exposants à miser sur la qualité. L'agriculture doit être un levier pour renforcer le développement et la résilience de nos pays. Elle devra aider à la reprise économique après cette crise-là. L'autosuffisance est un objectif que nous partageons tous. Comme il est agréable de manger du riz togolais avec des recettes togolaises, je vous en félicite. Je vous encourage à aller encore et encore plus loin, travaillant sur la qualité, la productivité du riz, afin que le Togo soit totalement autonome en termes de consommation du riz. Cette journée a été aussi marquée par une remise d'attestation aux exposants. Sans institutions universitaires, beaucoup de recherches ne seraient pas menées parce qu'elles n'ont pas d'utilité visible et immédiate. La finalité immédiate de l'activité universitaire aujourd'hui, comme hier et demain, est de conserver la connaissance dans toutes les disciplines, de la porter à son plus haut niveau et de la transmettre. C'est l'une des principales missions d'une université de former des hommes et des femmes capables de connaître, de résoudre et de créer, préparés à exercer des professions évolutives dans un monde changeant. L'autre mission est d'entourer l'étudiant d'un environnement qui puisse lui permettre de mener ses recherches. Professeur Tibé Joseph, titulaire, directeur du Centre des œuvres universitaires de Lomé, il nous en parle. Il parle de quelques structures d'accueil dans les universités publiques du Togo. Pour faciliter les études aux étudiants, l'université de Lomé a prévu un accompagnement social. Et quand nous parlons de l'accompagnement social, il s'agit des structures d'accueil qui accompagne les étudiants une fois qu'ils se sont inscrits à l'université de Lomé. Nos capacités d'accueil par rapport à ces infrastructures sociales-là ne sont pas très grandes, ce qui fait que nous ne pouvons pas satisfaire toutes les demandes qui sont adressées à nous. Néanmoins, sur le plan social, nous avons des logements qui accueillent les étudiants en termes d'hébergement. Et nous avons des infrastructures de santé qui gèrent le côté sanitaire des étudiants. Quand, par exemple, en plein cours, un étudiant fait une crise ou bien un étudiant arrivé sur le campus se sent malade, il peut arriver au COUL et le centre médico-social qui est au COUL peut s'occuper de lui. Nous avons un restaurant qui est destiné à l'alimentation des étudiants. Pour accéder aux offres de ce restaurant universitaire, il faut d'abord être étudiant à l'université de Lomé. Et être étudiant suppose que vous devez avoir la carte d'étudiant. Alors, il y a aussi le service des transports qui est offert aux étudiants. Et nous avons dit à ce niveau que c'est la Soutral qui assure depuis 2016 le transport étudiant. Et le trajet revient à l'étudiant à 150 francs. Depuis la rentrée 2008-2009, les universités du Togo sont entrées de plein pied dans un système d'éducation anglo-saxon, un système de formation avec une architecture en 3 grades, licence, master et doctorat. À l'origine, le LMD devait permettre de développer la professionnalisation des études supérieures, d'intégrer l'acquisition des compétences transversales, notamment la maîtrise des langues et de l'outil informatique. Quelle opportunité le système LMD peut-il offrir aux étudiants? Monsieur Akakpo Noumado Syriac, professeur titulaire, président de la commission LMD et directeur de l'Institut national des sciences de l'éducation INSEE à l'Université du Togo. Le LMD offre beaucoup d'opportunités à l'étudiant. D'abord, la flexibilité dans la formation. L'étudiant est libre de se donner le temps qu'il faut pour faire ses études.
il n'est pas obligé, selon la programmation de l'université, de prendre chaque année les 60 crédits. Il est libre. S'il a d'autres activités, eh bien, il peut faire son programme et planifier sa formation. D'autres opportunités, c'est que l'étudiant peut également acquérir des compétences complémentaires à travers ce que nous appelons les unités d'enseignement libre. Et puisque dans le montage des offres de formation dans le LMD, on laisse toujours une marge de manœuvre entre 3 à 4 crédits par semestre à l'étudiant d'aller choisir ce qui l'intéresse. Beaucoup d'étudiants s'inscrivent souvent dans la danse classique, certains font du sport, certains font du théâtre. Donc, à côté de vos études ordinaires que vous êtes en train de faire, vous avez la possibilité dans le LMD de donner un peu de temps également à des choses qui vous intéressent personnellement, ce qui vous permet également à la fin de votre parcours d'avoir donc une activité fondamentale qui est basée sur le parcours, mais aussi de pouvoir avoir des activités secondaires en lien avec ces unités d'enseignement libre. Congrès électif hier à Lomé de l'Observatoire togolais des médias OTM. Le patron du journal Le Libéral, Fabrice Pechezi, remplace donc le sortant Aimé Ekpe pour un mandat de 2 ans renouvelable une seule fois. Fabrice Pechezi et son bureau entendent donc relever les défis auxquels est confrontée la presse togolaise. Le premier chantier, c'est d'essayer de nous inscrire dans la logique de nos prédécesseurs qui se sont battus sans relâche pour pouvoir relever le niveau de la presse togolaise par des échanges avec les confrères sur les dispositions qui régissent notre profession. Il y a un autre élément très important en ce qui concerne la presse togolaise, surtout au niveau du privé, la question de confraternité. Je crois que c'est un autre chantier également qui a retenu l'attention de tous mes prédécesseurs à la tête de l'OTM et c'est un élément sur lequel nous reviendrons encore au cours de ces 2 ans. Et nous comptons sur la compréhension et également la complicité des uns et des autres pour pouvoir relever tous ces chantiers-là. Actuellement, nous traversons une situation particulière caractérisée par la crise sanitaire et naturellement, on ne peut pas dire que la presse est exempte en ce qui concerne les conséquences liées à cette crise-là. Donc, c'est un élément également qui va nous intéresser au cours de ce mandat. Le don de sang est un geste humanitaire par lequel un individu choisit de donner son sang pour sauver une vie. Ce produit ainsi prélevé est conservé dans une banque de sang en attente d'être transfusé à un malade. Quel avantage pour quelqu'un qui fait don de son sang pour sauver une vie humaine? Voici un magazine de Florence Agbea et Abede Lemou. Les spécialistes de la santé et les études scientifiques ont révélé que le fait de donner régulièrement de son sang n'a aucun inconvénient. C'est plutôt bon pour la santé. Nouké, comme la vie infirmier généraliste à la clinique Le Destin. L'accumulation du fer dans l'organisme cause certains dommages. Du coup, si la personne renouvelle son sang, ça veut dire qu'il donne régulièrement du sang au moins une fois en 6 mois et il libère le fer accumulé dans l'organisme. Il n'est plus soumis à certains risques, à savoir le cancer, les maladies cardiovasculaires qui sont à l'origine de l'infarctus. Donc il y aura une santé un peu sauve. En dehors du bienfait sur la santé, les donneurs sont accompagnés sur plusieurs autres plans. Ils bénéficient en même temps d'une analyse gratuite. Tout un tas d'analyses est faite par le CNTS gratuitement à l'endroit de celui qui fait le don de sang. Donc voilà un avantage direct qu'on reçoit quand on fait un don de sang. Ensuite, il y a des avantages liés à la famille du donneur du sang quand ceux-ci sont dans le besoin. Des avantages pour sa famille. Par exemple, quelqu'un qui est souffrant à l'hôpital, un membre de sa famille qui est souffrant, et lui il est donneur régulier, il a le carnet de donneur de sang, et que quelqu'un est souffrant, il est hospitalisé, il est anémié, même s'il y a 100 personnes, bien 1000 personnes dans la queue, lui il arrive, il monte son carnet de donneur, on lui sert immédiatement. L'avantage principal que nous tirons de ça, moi personnellement, le premier avantage, c'est que je sauve des vies. Nous aurons besoin de sang suite à un événement ou à un accident qui nous a fait perdre de sang. Du coup, si j'ai besoin de sang, étant donneur, je reçois du sang en priorité et gratuitement. En plus de ma famille, ascendants et descendants, ils auront du sang à 50% de prix. Là, je pense que ce sont des avantages qui peuvent nous encourager à donner du sang et surtout à sauver d'autres vies.
Les spécialistes de la santé l'ont prouvé, il y a tant de bénéfices à donner de son sang pour sauver des vies humaines. Vu la pénurie de sang dont souffre notre pays de temps à autre, mobilisons-nous pour donner du sang régulièrement. Et la situation du Covid-19 au Togo, à la date d'hier, en rappel, 23 des 738 personnes testées hier sont positives. Elle porte le nombre total de cas positifs à 2162. Ces 23 personnes âgées de 8 à 75 ans se répartissent comme suit. 4 cas parmi les contacts, 2 hommes dans la préfecture d'Agoué, une femme et un homme dans la préfecture du Golfe. 10 cas parmi les suspects, une femme et un homme dans la préfecture d'Agoué, 3 hommes, 3 femmes et 4 hommes dans la préfecture du Golfe, un homme dans la préfecture des Lacs. 3 cas parmi les voyageurs, un homme dans la préfecture d'Agoué, 2 hommes dans la préfecture du Golfe. 6 cas parmi les dépistés, un homme dans la préfecture d'Agoué, 2 femmes et 3 hommes dans la préfecture du Golfe. 12 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 1586. Le nombre de décès reste inchangé à 52. Le nombre de cas actifs est de 524. Un total de 111 706 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. En RDC, le président a annoncé des consultations en vue d'une union sacrée. Dans un discours, Félix Tshisekedi a dressé la liste des divergences au sein de la coalition au pouvoir et a annoncé son intention d'ouvrir des consultations avec les leaders des partis politiques dès la semaine prochaine. Mathias Bebeni. Certains s'attendaient à une dissolution, d'autres à la nomination d'un informateur pour former un nouveau gouvernement. Mais finalement, le chef de l'État congolais s'est contenté de lancer un avertissement à l'endroit de son partenaire, le Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila. Félix Tshisekedi revient sur l'histoire de ses adversaires farouches d'hier, devenus des alliés, et de ces divergences qui s'accumulent depuis près de 2 ans et qui plongent le développement. Parmi ces divergences, il y a les réformes électorales, notamment la composition de la commission électorale, mais aussi la paix et la sécurité nationale, la diplomatie ou encore la mise en place d'un état de droit qui énerve certains nostalgiques. Comme exemple d'avancée de l'état de droit, le chef de l'État congolais cite la prestation des serments de 3 juges constitutionnels boudés par son partenaire, le FCC, qui critique justement la procédure employée et dénonce une volonté de mettre la justice au pain. Félix Tshisekedi annonce à la toute fin de son allocution qu'il a l'intention d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les acteurs politiques et sociaux en vue de créer une union sacrée. Aucune option n'est exclue, avertit encore le chef de l'État congolais, qui promet une nouvelle déclaration à la nation à l'issue de ces consultations. En Guinée, il n'y a toujours pas de vainqueur officiel du premier tour de la présidentielle de dimanche dernier. La commission électorale a publié de nouveaux résultats provisoires partiels, mais il manque les chiffres de 3 circonscriptions. Les commissaires qui se sont retirés des travaux dénoncent de graves anomalies dans la procédure de décompte de voix. La CENI devait donc de nouveau se réunir hier, mais 2 commissaires se sont retirés des travaux de totalisation des résultats au moment où la tension continue de monter dans la capitale Conakry. L'ancien président burundais Pierre Buyoya dénonce un procès politique. Condamné par contumace dans son pays à la prison à perpétuité après l'assassinat en 1993 de son prédécesseur Melchior Ndadaye, l'actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel rejette cette condamnation et annonce qu'il va introduire un recours. Plus de 20 autres personnes, dont certains de ses proches, ont également été condamnées pour les mêmes raisons lors du procès.
Et nous entamons la deuxième partie de ce magazine invité. La communauté internationale a célébré le 15 octobre dernier la journée de la canne blanche. Elle a été décrétée en 1970 par l'Union mondiale des aveugles et permet aux personnes aveugles et malvoyantes de se déplacer dans la rue et aux autres lieux publics, prévenant ainsi automobiles et piétons de leur handicap. Si cette déficience visuelle est un handicap, alors presque tous parmi nous souffriront d'un handicap temporaire ou permanent à un moment donné de notre vie. Malgré cela, peu de pays ont de dispositifs adéquats pour répondre pleinement aux besoins des personnes handicapées. Quelle est la situation au Togo? Quel est le degré de la stigmatisation de la personne en situation de handicap? Nous sommes donc dans ce studio en direct avec M. Yao Emmanuel Aziakese. Il est le premier vice-président de l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, nous célébrons donc la journée internationale des personnes handicapées et visuelles le 15 octobre dernier. Alors, qui peut être considéré comme personne vivant avec un handicap? Monsieur Yao Emmanuel Aziakese. Merci beaucoup. Est considéré comme personne vivant avec le handicap celui dont l'un des 5 sens ne fonctionne pas. C'est vrai, on nous a appris que chaque humain dispose 5 sens, le sens de la vue, le sens de l'ouïe, le sens de l'odorat, etc. Mais une fois que l'un de ces 5 sens ne fonctionne pas pour un humain, d'emblée, cette personne est considérée comme une personne vivant avec le handicap. Et l'un des exemples vivants, c'est moi-même qui vous parle. Je suis une personne non-voyante. Et le fait que je ne vois pas fait de moi une personne vivant avec le handicap. Alors, comment les personnes en situation de handicap sont-elles perçues par la société? Je peux dire que la perception des personnes handicapées par la société ou dans la société, cela varie d'un pays à l'autre. Dans le cas contextuel du Togo, je peux vous dire que c'est vrai qu'on peut constater qu'il y a des personnes handicapées qui ont été à l'école, qui ont décroché leur diplôme et qui leur fait mériter des emplois dans la fonction publique, dans tous les compartiments de la société togolaise, c'est vrai, mais cela n'a pas véritablement changé la donne. Pourquoi? Parce que si vous faites une analyse approfondie de la situation des personnes handicapées ici au Togo, vous allez constater que c'est plutôt la majorité de cette couche vulnérable qui continue de subir la marginalisation, la stigmatisation, d'être objet d'une certaine discrimination sociale. Et face à cette situation, il est vraiment difficile de dire que les personnes handicapées sont bien perçues dans la société togolaise. Et c'est contre cela que notre association, Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement, mène des plaidoyers, lutte beaucoup pour arriver à sensibiliser l'opinion sur les potentialités des personnes handicapées au Togo à faire valoir, à monnayer pour pouvoir contribuer au développement de la société sur la base de l'égalité avec les autres. Alors, Monsieur Emmanuel Aziakese, vous parlez de personnes, enfin, d'une couche plus sensible, la plus nombreuse, j'allais dire, de stigmatiser. Alors, y a-t-il au Togo une loi qui protège les personnes en situation de handicap? Oui, il y a une loi qui a été votée en 2004, et cette loi que nous appelons la loi numéro 2004, qui a été promulguée au 23 avril de la même année, relative à la protection sociale des personnes handicapées. Malheureusement, cette loi n'a pas eu de texte d'application. Pourquoi? Parce que elle a été votée en 2004 et en 2006 justement, ce sont les Nations Unies qui intervenaient avec l'adoption de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Eh bien, face à cette situation, il était plus important aux voix les plus autorisées, par exemple la FETAF, de faire une certaine pression sur le gouvernement afin que celui-ci accepte de ratifier cette convention, et ce qui a été fait en 2011. Mais il y a un article dans cette convention qui imposait aux partis États d'harmoniser leur législation intérieure à la convention en question. Et suite à cela, il y a un avant-projet
qui a été votée parce qu'il fallait donc reviser cette loi qui a été votée en 2004. Donc un avant-projet de loi a été voté et au jour d'aujourd'hui, cet avant-projet de loi est passé 2 fois au Conseil des ministres et a reçu des observations. Elle attend maintenant, suite avant-projet de loi, il attend d'être validé par le Conseil des ministres, c'est-à-dire d'être adopté par le Conseil des ministres pour être envoyé de nouveau à l'Assemblée nationale pour une adoption définitive. Donc voilà un peu la situation. Je suis sûr que si tout marche bien, c'est vrai que les personnes handicapées visuelles vont disposer, les personnes handicapées en général vont disposer d'un instrument juridique très important relatif à leur protection. Alors, et les personnes en situation de handicap ont-elles un accès facile à l'emploi? Si oui, pourquoi? Et sinon, et pour quelles raisons? Un accès facile à l'emploi pour les personnes handicapées au Togo, mais je ne peux pas le dire parce que avant de recruter quelqu'un dans la fonction publique, dans une société quelque part, cela signifie que tu fais confiance à cette personne, tu crois en ses capacités. C'est ce qui manque aujourd'hui au peuple togolais, à la population, face aux personnes handicapées du Togo. On ne leur fait pas confiance, quand bien même ils ont été à l'école, ils ont des potentialités et bien attestées par le diplôme qu'ils ont décroché dans des différents établissements, justement parce que quoi? Ils ne voient pas, ils n'attendent pas, il y a handicapé moteur, et selon la même mentalité, celui-là qui perd l'un de ses 5 sens, il rime d'emblée avec l'incapacité, et du coup, comment est-ce que vous voulez que celui-là qui est incapable puisse être recruté dans une société quelque part, dans une administration quelque part? C'est un peu la situation, la description de la situation des personnes handicapées au Togo. Je suis un peu désolé, mais c'est dommage, il faut que cela change. Alors, pleine participation et égalité, c'est le thème donc retenu cette année pour la journée des personnes handicapées. Parlez-nous un peu de ce thème. Pleine participation et égalité. Oui, vous savez très bien que cela nous amène à parler, c'est-à-dire à prendre langue avec l'État afin qu'il puisse améliorer notre monde, améliorer les conditions de vie des personnes handicapées ici au Togo. Vous savez très bien que aujourd'hui, dans la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, il y a des articles, par exemple 9, 19 et 23, qui exige un certain aménagement auquel il faut procéder pour donner un accès facile de participation à la société en général aux personnes handicapées. Et je pense que lorsque tous ces instruments juridiques seront mis en place, lorsque les conditions adéquates pour permettre aux personnes handicapées de pouvoir bien évoluer dans la société sont remplies, il est tout à fait normal qu'on ne puisse pas ne pas parler de pleine participation des personnes handicapées à la société. Et alors, à vous entendre parler, apparemment, beaucoup de choses restent à faire pour parvenir à une égalité de chances pour tous. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui restent aujourd'hui. Vous savez, en Europe, il y a des mesures qui sont prises en faveur des personnes handicapées. On impose par exemple à des sociétés de recruter un nombre donné de personnes handicapées parmi leurs employés. Et c'est ce qui se fait. Et cela permet aux personnes handicapées de faire valoir leur savoir-faire, de montrer leur potentialité. Je pense qu'il importe aujourd'hui au gouvernement et à tous les partenaires, surtout qu'on parle aujourd'hui du dialogue social. Il faut que tous ces partenaires participant au dialogue social se préoccupent de la question du travail des personnes handicapées, de la question de la meilleure condition des personnes handicapées. Et il faut qu'ils mettent au cœur du dialogue social le travail des personnes handicapées. C'est tout à fait très important et c'est cela que nous cherchons à recommander dans tous les plaidoyers que nous menons partout sur toute l'étendue du territoire. Monsieur Azia Kissé, combien sont-ils aujourd'hui victimes de la stigmatisation au Togo? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on n'a pas un nombre très précis selon la statistique. Mais nous savons quelque chose par une enquête mixte qui a été menée pour connaître un peu le nombre des personnes handicapées au Togo. Nous occupons aujourd'hui 7% de cette population. Donc, si on parle aujourd'hui des victimes de cette couche vulnérable, donc c'est 7% des personnes handicapées qui sont victimes de la discrimination sociale, de la stigmatisation, et il importe à l'État
d'intervenir pour faire arrêter cela et afin que nous puissions arriver plutôt à vivre de façon égale, sur le même pied d'égalité et je dirais sur la base de l'égalité avec les autres. Et Monsieur Emmanuel Yao Aziakissé, vous êtes le premier vice-président de l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement. Alors, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Avez-vous un message pour conclure? Merci. Si j'ai un message, c'est ceci. Vous savez, j'ai la plupart du temps martelé, que ce soit dans les conférences de presse, que ce soit au cours des interviews, que le handicap est une épée de Damoclès suspendue à la tête de tout le monde. Ça peut attraper n'importe qui. Autrement dit, nous sommes tous des personnes handicapées en sursis. Et si le ministre, le président de la République, les députés, les partenaires, les ONG pensent à l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, c'est sûr et certain que ce sont eux, ils s'arrangent eux-mêmes par anticipation. Donc il est tout à fait normal qu'on cherche à créer un monde meilleur pour les personnes handicapées. Et c'est d'ailleurs le thème choisi pour l'édition de la Canne Blanche 2020, un monde meilleur pour les personnes handicapées du Togo. Quelle stratégie innovante et durable pendant et après Covid-19. Donc, nous aspirons à un monde meilleur, nous le savons bien, mais nous ne pouvons pas nous le créer nous-mêmes. Il importe à l'État d'intervenir, il importe à l'État de prendre des mesures, de voter des instruments juridiques, de prendre des lois pour nous protéger afin que nous puissions vraiment aboutir à notre aspiration. Monsieur Yao Emmanuel Aziakissé, premier vice-président de l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement, merci d'être passé à Radio Lomé. C'est moi qui vous remercie et le plaisir est partagé. Écho du Palais. La pédophilie est une attirance sexuelle caractérisée par des sentiments amoureux persistants d'un adulte ou d'un adolescent envers les enfants. Le fait par un majeur d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne de mineur ayant moins de 15 ans au moment des faits est sévèrement puni. Les mineurs, victimes ou leurs représentants peuvent porter plainte contre les auteurs de ces infractions, même longtemps après la date des faits. Le sieur Noé, auteur d'un acte de pédophilie, a écopé d'une peine de 7 ans de prison. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Le 10 octobre 2012, vers 1h du matin, Dame Akosiwa et son mari, levés tôt pour se rendre à Lomé, attendaient une occasion à la gare routière de Palimé lorsqu'un passant est venu les alerter qu'une petite fille était couchée aux côtés d'un homme dans le hangar d'à côté. Ils se dirigèrent vers l'endroit pour vérifier l'information. Les voyant venir, le nommé Noé cacha la petite Olivia sous une bâche couvrant un tas de chaussures. Une rapide inspection des lieux permit de découvrir la petite qui avoua que Noé avait entretenu des relations sexuelles avec elle. Roué de coups par les quelques rares personnes qui s'étaient attroupées autour de lui, Noé a dû se réfugier au commissariat de police malgré lui pour avoir la vie sauve. En enquête préliminaire, Noé a reconnu dans un premier temps les faits et expliqué qu'il a connu la petite Olivia par l'intermédiaire de sa petite nièce Rebecca, de même âge qu'elle et dont elle est amie. C'est ainsi qu'il a pris l'habitude de coucher avec elle jusqu'à ce qu'il ne soit surpris ce jour. Puis il se rétracta après, affirmant n'avoir jamais touché la fillette malgré les nombreuses nuits qu'elle a passées avec lui. Devant le magistrat instructeur, l'inculpé n'a pas nié les faits en première comparution et en début d'interrogatoire au fond. Il a fini par avouer au juge que contrairement aux multiples rapports qu'on prétend qu'il a eus avec la fillette, il n'a couché en réalité que 3 fois avec elle. Or, contrairement à l'inculpé, la victime n'a pas varié dans ses déclarations, car ayant toujours affirmé que l'inculpé a toujours entretenu sous contrainte des rapports sexuels avec elle.
La petite Olivia a expliqué que l'inculpé a l'habitude de lui gratifier des pièces de 100 francs ou 200 francs CFA. C'est dans ces conditions qu'elle a été amenée à entretenir des rapports sexuels avec lui, lesquels rapports ont été confirmés par le rapport médical en date du 10 octobre 2012. Accusé de pédophilie par la cour d'assises de Lomé, Noé a été condamné à 7 ans de réclusion criminelle. Du sport et tennis, fin de parcours. Après 2 ans de collaboration, Lucas Pouillet et Amélie Mauresmo se séparent. Fidèle Mawina. Le nordiste finalise la venue d'un autre entraîneur pour compléter son trio avec Loïc Courteau. Après 2 ans de collaboration marquée par une demi-finale à l'Open d'Australie en 2019 et de nombreux problèmes physiques, l'histoire s'achève. L'ancienne numéro 1 mondiale, mère de 2 enfants, aurait décidé d'arrêter d'un commun accord avec son joueur car elle ne peut plus voyager en famille en raison de la pandémie de Covid-19. Le nordiste âgé de 26 ans qui a repris l'entraînement a prévu de jouer 1 ou 2 challengers pas de Bercy avant de partir début décembre à Melbourne. L'ex-top 10 finalise ainsi la venue d'un autre coach. Football à présent, la demi-finale retour de la Ligue africaine des champions entre le Zamalek d'Égypte et le Raja de Casablanca ne pourra pas avoir lieu comme prévu. 9 cas positifs au coronavirus ont été détectés au sein du Raja de Casablanca, une situation qui a entraîné la mise à l'isolement du club jusqu'au 27 octobre prochain avec une interdiction de quitter le territoire national. La CAF a opté pour un report de ce match d'1 semaine. Pour rappel, au match aller, le Raja a été battu par le Zamalek 0-1. Football toujours, les matchs ont repris à huis clos en Belgique. Cette situation fait suite à une nouvelle flambée de l'épidémie que connaît le pays. Les compétitions de sport professionnel sont concernées. En outre, toutes les compétitions de sport amateurs sont suspendues jusqu'au 19 novembre, ont décidé les présidents des entités fédérées après une réunion de crise. Revue de presse. À la une des parutions cette semaine, le report de la rentrée scolaire 2020-2021 au 2 novembre prochain et les préparatifs qui l'accompagnent en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Léontine Atogima. Report de la rentrée scolaire au 2 novembre, une semaine de plus pour tout peaufiner, s'interroge Social Info. Selon le journal Le Dialogue, l'ancienne date, celle du 26 octobre, sera principalement consacrée à la rentrée pédagogique. La rentrée scolaire proprement dite aura lieu le 2 novembre. Ce réaménagement de calendrier est dû à la crise sanitaire. C'est donc face à la nouvelle donne corsée par le virus mortel que cette rentrée se déroulera en 2 étapes, poursuit l'hebdomadaire. Pour la réussite de l'année académique, le ministre en charge de l'enseignement donne des directives, notre forum de la semaine. En effet, professeur Dodi Kokoroko a invité chaque circonscription pédagogique à faire parvenir à sa direction régionale d'attache au plus tard le 6 novembre 2020 l'organisation pédagogique établie pour le compte de son ressort, renchérit l'Union pour la patrie. Le correcteur regarde les choses d'une autre manière. Rentrée scolaire, un nouveau moratoire sur le protocole d'accord, les syndicats boutent et menacent, titre l'hebdomadaire. Entre rigidité et compromis, écrit Vision d'Afrique, agir ensemble pour un succès collectif est le plus souhaitable. Entre l'impasse affichée par les syndicats d'enseignants d'une part et les réclamations des volontaires d'autre part, il faut privilégier le bon sens pour une rentrée réussie, vecteur de vitalité, vu que l'on a déjà eu une année scolaire déjà trop perturbée. Détaille la parution. Autre sujet d'actualité, le débat autour de la situation économique financière de la programmation budgétaire et économique pluriannuelle à l'Assemblée nationale. La 5e séance plénière a permis aux députés de se donner les moyens en amont en vue du vote du projet de loi de finances, dixit la présidente de l'Assemblée nationale,
Iyawa Tchegan dans les colonnes du forum de la semaine. Et puis les parlementaires ont rendu hier un dernier hommage à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Feu Ouattara Nachab. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal magazine pluriel de ce samedi. Merci de nous avoir suivis et merci de nous rester fidèles. Voici pour suivre la rubrique sensibilisation. Il est question aujourd'hui du traitement du Covid-19 par la chloroquine. L'éminent microbiologiste marseillais Didier Raoult défend toujours sa trouvaille. Sensibilisation au coronavirus, Juliette Campbell. Le nouveau coronavirus continue de s'étendre. Son traitement par la chloroquine ferait ses preuves. Mais autant la molécule suscite l'espoir, autant elle suscite la méfiance pour ses effets indésirables, notamment les effets cardiovasculaires. Le traitement à base de la chloroquine a été au cœur de vives polémiques, au point où l'OMS a annoncé la suspension des essais cliniques. Une situation qui n'a pas empêché plusieurs pays dans le monde d'adopter ce traitement. S'agit-il d'une vaine polémique autour de l'usage de la chloroquine ou un conflit d'intérêts? Une interrogation légitime dans la mesure où, pendant que des analyses enfoncent le clou sur l'inefficacité de la chloroquine, voire sa dangerosité, professeur Didier Raoult, spécialiste des maladies infectieuses tropicales émergentes et directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection de Marseille, convaincu de l'efficacité de ce traitement, ne fléchit pas face aux critiques. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Tout le système solaire.